Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Jacques Robion, Essai de neuropsychanalyse. Introduction. La question de la nature de la fixation comporte une réponse qui fixe la ligne de partage entre les approches structuralistes et les approches historicisantes. Le processus de conscientisation obéit à des lois freudiennes, non darwiniennes. Cependant, un système neuronal centralisé est le seul endroit où et à partir d'où se déroulent nos processus de mentalisation et psychisation. Y ont cours des processus tels que le conditionnement, l'empreinte. 1. Structure et histoire. 1.1. Unicité de l'objet. L'examen de la logique des fonctions de Frege devrait permettre de poser la question de la non-interchangeabilité de l'objet. En plus des opérateurs universels et existentiels, Frege propose un opérateur d'unicité iota. 1.1.1. Le degré de liaison de la variable et son interchangeabilité sont en raison inverse. L'unicité est le plus haut degré de liaison et de saturation fonctionnelle d'une variable. Voltaire est l'auteur de Candide. 1.1.2. Le principe de généralisation de Matt-Blanco produit une interchangeabilité croissante des individus entre eux, des classes entre elles, par une suppression indéfinie de la singularité. Il y a annulation subreptice, confusion de la relation d'appartenance Peano et de la relation d'inclusion Peirce. C'est le dysfonctionnement de l'activité de généralisation qui provoquerait l'abolition de la singularité observée dans certaines pensées pathologiques. La symétrisation est l'interchangeabilité résultant de la généralisation, qui fait disparaître la singularité et la discrétion des éléments. 1.1.3. Les différents modes ou strates de pensée permettent de distinguer plusieurs modes pathologiques de pensée, selon leur degré d'élimination de la singularité. En haut de l'échelle, la pensée abstraite opérant dans l'asymétrie des discriminations-différenciations, en bas de l'échelle, l'émotion, le vécu, le feeling, marqué par la symétrisation, l'élimination de toute opération de discrimination-différenciation. Entre les deux, des modes intermédiaires de pensée où se mêlent en proportion variée symétrie et asymétrie, généralité et singularité. Cette échelle décrit la plus ou moins grande souplesse mentale dont dispose un sujet pour la gymnastique entre singulier et général. On a déjà parlé plus haut à propos de Matt-Blanco, des deux versants coordonnés du noyau rationnel de la dialectique hegelienne. L'identité des opposés, métaphore, symétrisation, et le passage à l'opposé, métonymie, généralisation. 1.1.4. Symétrisation et discrétion. La symétrisation conduit à l'abolition des discrétions, tout comme des singularités. La pensée symétrisante produit une fusion des éléments, une perception fusionnée en une unité indivise selon un mode indivisible. Cette symétrisation-fusion est l'équivalent de ce que Racamier nommait l'indifférenciation des êtres. La symétrie est une double implication, arbre et bras. 1.1.5. Le symétrique et l'inconscient. Le mode symétrique est multidimensionnel, et la conscience tridimensionnelle. Sa logique anaclitique s'applique à l'appréhension de l'indifférencié dans et par les catégories de la différenciation. Le langage ne retient que du discontinu, du séparé, du bidimensionnel. Cette impossibilité d'appréhender le réel sans le dénaturer est pour Matt-Blanco constitutive de l'inconscient. Robion se dit dérangé par cette façon de voir. Les penseurs de l'inconnaissable vous apprennent ce qu'est l'inconnaissable au moment même où ils le déclarent inconnaissable. Robion est dérangé aussi par l'assimilation de l'inconscient à l'émotionnel. La personne disparaît derrière la classe. L'émotion, l'inconscient, l'indifférencié, tout cela tombe dans la grande marmite de la symétrisation. Le concept de symétrie manque incontestablement de précision. 1.1.6. Interchangeabilité et indifférenciation. La symétrie progresse vers l'indifférenciation. L'indifférenciation surgirait même de l'activité d'abstraction. Conséquence vraiment paradoxale. En usant des quantificateurs,
l'abstraction conduit en réalité le sujet à un accroissement constant de la différenciation et de la singularisation. Il ne faut pas confondre l'usage normal et l'usage pathologique de la généralisation. 1.1.7. Le retour à l'indifférencié. Y retourne-t-on ou en part-on? L'hypothèse est légitime à partir de Freud, Wallon, Racamier, d'un syncrétisme premier de l'évolution du sujet de cette indifférenciation première vers la différenciation. 1.1.8. Différenciation et conflit psychique. Le rôle donné par Blanco à l'indifférenciation donne d'abord le sentiment qu'il fait passer à la trappe la présence d'un refoulement lié à une conflictualité psychique. Une condamnation de représentation et pas seulement d'action, cela s'appelle un refoulement. Un conflit psychique équivaut bien à une contradiction de désir. Dans le clivage du moi par contre, disparaît la conscience même du conflit mais pas le conflit. Le clivage du moi diffère sensiblement du clivage de l'objet, dans la mesure où c'est le sujet qui s'y divise lui-même en deux, au lieu de diviser l'objet en deux. Un conflit psychique peut de fait parfaitement se formuler en termes de différenciation, à produire, et d'indifférenciation, à conserver. Avec la contradiction de deux surmoi, l'un primaire et l'autre tertiaire, les conditions d'une psychose potentielle, Pierrat Aulagnier, sont alors posées. 1.1.9. Le surmoi primaire ou l'interdiction de différenciation. Celui-ci se constitue selon plusieurs cas de figure, presque tous liés pour ces sujets à l'impossibilité d'identifier la négation de l'objet, leur négation par l'objet. Robion dit utiliser le concept d'indifférenciation, en le réinscrivant dans la logique psychanalytique. L'indifférenciation doit être conçue comme un point de départ de la psychogenèse. Le couple indifférenciation-différenciation est inauguré par la logique de Hegel. Ununterschiedenheit 1 374 Passim. Un équivalent moderne de l'indifférenciation est le syncrétisme Renan ou Wallon Piaget, muni de la double dimension dialectique Hegel, Freud, de l'unité des contraires, identité, métaphore, et du passage dans le contraire, diffère A, NCE, métonymie. 1.2. Élection de l'objet. Tel sujet, tel héros de film, Shame de Steve McQueen, désire un objet sans pouvoir l'aimer, aime un objet sans pouvoir le désirer. Les partenaires sexuels sont réduits au statut d'objets érotiques consommables et jetables aussitôt que consommés, en un mot interchangeable. Cette interchangeabilité est l'ultime solution défensive contre l'élection de l'objet. 1.2.1. L'insubstituabilité de l'objet pulsionnel. Le processus pulsionnel économique, en progressant vers l'insubstituabilité, semble conduire à un résultat exactement inverse de celui produit par le processus cognitif, agi par le principe de libre substituabilité, Frege. 1.2.2. La contingence de l'objet pulsionnel. Mais cela semble contredire ce qui se nomme depuis Freud, la contingence de l'objet pulsionnel. En logique frégéenne, on dira que cette contingence a été pensée par Freud comme si l'objet pulsionnel avait été considéré comme la variable libre x d'une fonction propositionnelle f, x. Le passage d'une fonction propositionnelle se fait, on l'a vu, en substituant à la variable x d'une fonction propositionnelle f, x, une constante individuelle. Cela s'appelle saturer la fonction, par un argument. 1.2.3. Fonction non saturée, fonction vide. En logique frégéenne toujours, une fonction propositionnelle non saturée reste une fonction vide. Par analogie, une fonction biologique restera une fonction vide, tant qu'elle ne sera pas satisfaite, saturée par un objet concret. Ainsi la fonction d'attachement des oies de Lorentz se sature par un objet humain. Cette première saturation-satisfaction de la fonction vide donne lieu à une empreinte, Lorentz, c'est-à-dire à une satisfaction où disparaît précisément l'interchangeabilité illimitée de l'objet de satisfaction. Les oies de Lorentz n'ont désormais plus qu'un objet de satisfaction possible, l'humain. À partir d'un déséquilibre homéostatique libidinal, jouent les niveaux. Computationnel. Mental, avec mentalisation sans conscience de soi. Psychique avec conscience d'avoir conscience. L'objet potentiel n'a que le statut d'une variable libre.
Une fois celle-ci saturée, l'objet devient un argument lié. La fonction vide se singularise. La toute première saturation-satisfaction-singularisation de la fonction sexuelle donne probablement lieu à une imprégnation, Lorentz. Par exemple, la détermination du plaisir sexuel chez Sabina Spierain insistait sur le fait d'aimer se faire fesser, apparemment par Jung lui-même. La contingence de l'objet pulsionnel ne peut signifier tout au plus que l'aléatoire de la rencontre avec un type des objets pourvoyeurs de satisfaction sexuelle. 1.2.4. L'élection de l'objet. La juste acception de la contingence concerne l'idée de l'interchangeabilité, à l'origine, de l'objet pourvoyeur. En réalité, son interchangeabilité théorique disparaît dès l'instant où cet objet est trouvé. L'investissement pulsionnel transforme l'objet réel en objet élu, et cette élection fait de l'objet élu un objet uni. Proust et Stendhal ont décrit la disponibilité à l'amour. C'est une bourde de prétendre Q' à l'objet invariable de l'instinct. Freud a voulu opposer l'objet variable de la pulsion, Gols. La pulsion est une fonction saturée par imprégnation. Les intuitions de Winnicott convergent totalement avec les vues de Lorentz. 1.2.5. La DE accent aigu sélection. Le sujet doit forcément un jour opérer un deuil, un retrait, une DE accent aigu sélection s'il veut retrouver une liberté d'investissement, liberté relative. Proust a très bien décrit aussi bien la contingence des choix amoureux que le vécu douloureux de l'élection d'objets. Le bonheur ne s'atteindrait que lorsque se retrouve dans une sensation présente une sensation du passé, perdue et oubliée. Le mystère de l'insaisissabilité du bonheur est lié à l'hypothèse d'une annulation nécessaire du temps. Le bonheur ne pourrait naître que d'une retrouvaille avec un objet perdu et oublié. Retrouvaille avec un objet jamais désinvesti, marqué par son unicité, son irremplaçabilité. Proust ne parvient pas à désélire un objet pour pouvoir en élire un autre. Lacan a repris à son compte les éblouissantes analyses proustiennes sur le bonheur introuvable. Il a voulu faire de cette déception notre destin universel indépassable. Dès qu'il parle, le sujet se divise en deux. En se divisant, il perd son unité, ouvre par conséquent une béance incomblable où s'originerait le désir. On ne voit pas assez que la théorisation lacanienne du désir est surtout une théorie de l'insatisfaction, du bonheur perdu, et même du paradis perdu comme chez Proust. L'objet de mon désir, dont j'espère tant que l'obtention va me combler, n'est qu'un tenant-lieu de cet objet A, qui n'est lui-même qu'une métonymie de la partie du sujet, disparue dans et par le signifiant. La DE accent aigu sélection de l'objet maternel ne serait pas advenue chez Proust, probablement du fait d'un excès de l'amour maternel, qui a alors amené chez lui un refus inconscient de désinvestissement, et par voie de conséquence son état constant d'insatisfaction. 1.2.6. L'attachement. Bowlby décrit l'attachement comme besoin de sécurité, de nutrition, de protection, d'enveloppement, lié à l'inachèvement, à l'absence d'autonomie de l'être. Robion dit surtout y voir la conséquence de l'opération d'élection de l'objet pourvoyeur de satisfaction, la conséquence de tout investissement, une propriété de l'investissement. 1.2.7. L'unicité et le désir d'exclusivité. L'objet d'être élu devient uni. Et en retour, le sujet réclame de devenir lui aussi l'unique objet de l'objet uni. Le désir oedipien naît d'un désir d'exclusivité, le désir de rester l'objet unique de l'objet uni. L'enfant cherche donc à séduire sexuellement la mère, puisqu'a-t-il observé, c'est cela qu'elle semble beaucoup aimer. Ce désir prend une forme érogène, quand se découvre aux yeux de l'enfant la nature sexuelle de l'attachement de la mère au conjoint. Le baiser du soir attendu par le petit Marcel Proust, guettant sa mère du haut de l'escalier, n'a pas d'autre signification. Obtenir ce baiser, c'était rester l'élu. Les tortures de la jalousie de Marcel Proust adulte ont commencé là, à l'Oedipe, en haut de l'escalier. 1.2.8. Désir d'exclusivité et interdit d'unicité. Devenir ou rester l'objet unique de l'objet élu. Ce thème a été analysé aussi par Pierrat Aulagnier. La différence à faire, selon Robion,
entre désir oedipien et désir amoureux tient à ce que de fait, objectivement, et non pas seulement dans la croyance imaginaire, l'objet élu investi est réellement un objet unique jusqu'à l'énonciation de l'interdit de l'inceste. Le baiser incestuel a fonctionné comme une transgression commune, familiale, de l'interdit de l'inceste. Il a signifié à Marcel Proust que sa mère avait le droit de rester l'unique objet de son amour. 1.2.9. De la différenciation à la pluralisation. L'interdit de l'inceste est en son essence une expression de l'obligation de différenciation adressée par tout groupe à ses éléments. Cette différenciation représente la survie du groupe, le seul moyen d'échapper à une redondance et à une réplication mortifère. Par conséquent, tout groupe social exige sans cesse de ses éléments un double travail, de discrimination de ses investissements et de diversification des objets de ses investissements. L'interdit de l'inceste est donc une obligation de pluralisation. Il ordonne la pluralité et des investissements et des objets, interdit l'unicité et de l'objet et de l'investissement. Or l'inceste, pourtant véritablement interdit dans tel groupe, refait curieusement surface quand à le respecter la survie du groupe est directement menacée. Et l'inceste disparaît à nouveau dès que la génération du groupe par exogamie redevient possible. En fait, l'inceste représente la mort du groupe. Et l'Oedipe représente un tournant majeur dans le développement psychogénétique. L'enfant rencontre l'obligation d'avoir à distinguer les générations ou les sangs. C'est à ce moment que s'installe la pluralité des objets d'investissement requis socialement. Un seul objet ne doit plus dispenser tous les plaisirs. La sortie de l'Oedipe représente la fin de l'époque de l'exclusivité réelle de l'objet. Mais cela n'empêchera nullement le désir d'exclusivité de renaître de ses cendres, à chaque fois qu'une élection unicisante d'objets se produira. L'individu est spontanément dans l'unicisation, la société dans la pluralisation. Freud tient un propos assez proche dans un passage de Totem et Tabou. 1.2.10. Unicité et monade. L'enfant commence spontanément par lutter contre cette attente du groupe. Il s'agrippe à son désir indifférencié, à un attachement qui isole et exclut et représente la plus grande menace pour un groupe. La vie est faite de cette tension constante entre unicité et pluralité, contraignant en définitive à la désillusion monadique. 1.3. L'autre réponse de l'objet. Interchangeabilité, unicité, élection, différenciation, pluralisation forment les nouvelles coordonnées de la cure. De même que l'idée de la réparation dans la cure présuppose une DE accent aigu sélection d'objets. 1.3.1. L'élimination de la suggestion interprétative. La règle d'abstinence et la frustration du désir exprimé dans la demande s'imposent toujours comme un incontournable moyen d'accès au monde interne du sujet. Historiquement, l'élimination lacanienne de la suggestion interprétative a ainsi succédé à l'élimination freudienne de la suggestion hypnotique. En fait, il ne faut pas voir autre chose dans Silence sidéral de l'analyste lacanien que la conséquence logique de l'abstinence freudienne, développée dans sa quintessence. Cet aboutissement logique a transformé l'analyste en un miroir impassible. Alors, on a vu un soin reposant à ses origines sur un échange de paroles se transformer en un espace mortifère de silence. Girobion se dit plus loin, un écœuré du lacanisme, 2013 page 72. 1.3.2. La non-interprétation du transfert n'a pas tardé à se manifester en cure interminable et inefficace. De fait, l'absence de réponse de l'objet transférentiel qu'est l'absence d'interprétation rive l'analysant au cadre, Green et Donnet. Alors, assiéger interminablement l'analyste pour obtenir une réponse libératrice ou le fuir dans un passage à l'acte, voilà les choix qui restent à l'analysant. Ainsi, l'abstinence lacanienne produit les conditions d'une aliénation définitive au cadre. 1.3.3. Le transfert, manifestation de l'inconscient. Du transfert obstacle à l'émergence du refoulé, on sait que Freud est passé au transfert manifestation privilégiée du dit refoulé. Selon Ferenczi, le transfert est répétition, réédition, reproduction. Nero voit dans la théorisation freudienne du transfert une antinomie entre monade et transfert.
En fait, l'appareil psychique freudien, au lieu d'une monade, reste un système ouvert sur autre chose que lui, en particulier le corps. L'abstention de toute relation réelle n'empêche en rien un imaginaire interpersonnel de se développer, et l'analyste d'en faire une lecture pour lui-même. 1.3.4 La double carence. Freud supposait la capacité de fantasmatisation, susceptible de faire supporter la deuxième frustration liée à la cure. Winnicott, après Ferenczi du reste, a montré qu'on ne pouvait décemment frustrer une seconde fois sans dommage des patients déjà profondément carencés, portant un second coup après Ferenczi à la sacro-sainte règle d'abstinence. 1.3.5 Les deux types de cures et les deux types de patients. En fait, l'orthodoxie freudienne a pris l'habitude de distinguer deux types de cures, l'une destinée aux névrosés, l'autre aux états limites. Raymond Kahn, La fin du divan 2002. Dans une première phase de subjectalisation, une réparation se produirait effectivement dans et par une satisfaction réelle du manque affectif, au travers de la relation interpersonnelle. Ensuite, dans une cure de subjectivation, l'analyste pourrait réparer les trous laissés dans le signifiant par le refoulement. Cependant, l'idée de Ferenczi reprise par Winnicott, selon laquelle une réponse autre qu'interprétative s'impose avec certains patients, aussi bien peut aboutir à ce que le patient sait maintenant de quoi il souffre, et même en souffre davantage. Il est faux que les névrosés n'auraient pas connu de carence affective réelle. À l'origine du refoulement névrotique on trouve une carence relationnelle réelle, qualifiée judicieusement par Bion de carence de fonction alpha. En fait, se dissimule déjà sous les règles du dispositif fondamental une réponse réelle à une carence réelle de l'objet. Inutile par conséquent de continuer avec Kahn d'opposer état limite et névrosé. 1.3.6 La cure en deux temps. La solution de Raymond Kahn n'est pas la bonne, est née alors l'idée d'une cure en deux temps, Antonino Ferro, Baranger, Corrao. Ferro préconise de passer, avant toute mise en sens, par une mise en récit, un dérivé narratif. En vérité, on n'a jamais été si proche du patient, même si la mise en sens est simplement différée. On se demande si Ferro ne se contenterait pas de juxtaposer le modèle psychanalytique et le modèle environnementaliste. On commencerait par lever la carence, avant de passer au refoulement secondaire. C'est vrai en tout cas de Lombardi. Celui-ci soutient qu'il faut aider le patient indifférencié ou psychotique à sortir de son chaos intérieur, via la fonction alpha de l'analyste, donc selon un modèle bionien. Donc, l'analyse va servir momentanément de prothèse, en attendant de pouvoir réparer, reconstruire la défaillance fonctionnelle. La cure comporterait donc un temps développementaliste de réparation et un temps psychanalytique d'abstinence avec levée du refoulement. La juxtaposition de ces deux modèles n'est pas très satisfaisante. Girobion préfère penser que ce qui est au départ l'effet d'une carence environnementale devient ensuite celui d'un refoulement primaire, soit une forclusion des activités mentales de base. Alors, le déficit s'entretient, perdure et se fixe à la faveur d'un conflit psychique sous-jacent, conflit de différenciation, où il faut voir l'émotion d'un sujet en proie à un désir coupable de transgression d'un interdit primaire. 1.3.7 Métapsychologie et réparation. Or entre savoir et satisfaction, abstinence et réparation, depuis Ferenczi en passant par Winnicott, Reich, le psychanalyste n'a cessé d'osciller. Et le principe d'abstinence d'être remis en cause. De fait, abstinence oblige, le transfert latéral, jusqu'au passage à l'acte est bien un passage obligé de la cure classique. On peut fort heureusement interrompre le passage à l'acte du transfert latéral, avant qu'il n'ait fait trop de dégâts collatéraux, en l'interprétant. Et il faut accepter l'idée que si le dispositif crée le transfert contre transfert, il crée tout aussi nécessairement le transfert latéral. La tension entre savoir et satisfaction est véritablement vécue par tout analyste, et elle est générée par le principe d'abstinence. Venet parle des ' interprétation tempérée, dans une parole discrètement autre qu'abstinente, dans la tonalité et la présence chaleureuse donnée à l'acte interprétatif, délivrant ainsi l'autre réponse, la réponse qui a manqué dans l'enfance du sujet. Ce en quoi l'analyste cesse d'être abstinent tout en le restant,
et qui mérite, selon Robion, la qualification des abstinence paradoxale. Mais cette pratique d'une satisfaction minimale exige une analyse beaucoup plus serrée de l'inconscient de l'analyste. Ferenczi aurait fini par se faire entendre. 1.3.8. La double réparation. En réalité, l'abstinence lacanienne radicalisée est de fait une parfaite mise en cohérence du moyen et de la fin. Hélas, chassée par la porte, la satisfaction ne cesse de revenir par la fenêtre. Certes, l'analyste peut séjourner dans la douceur tranquille de son cabinet tout en se croyant parfaitement abstinent. Il lui suffit de faire durer le plaisir secret qu'il prend au transfert de sa patiente, de le faire durer précisément au nom d'une abstinence radicalisée, en se gardant de l'interpréter. Alors son abstention d'interprétation devient inconsciemment une façon de continuer à profiter du transfert. Mais même s'il se décide à interpréter, il va en même temps l'empêcher aussi de se reconstruire. Se décoller prématurément des projections imaginaires du patient prive celui-ci de la réparation psychique dont il profitait dans le transfert, même non interprété, Anne Alvarez. Il va falloir admettre que l'espace de la cure puisse être un lieu où se répare autre chose que du tissu signifiant, un lieu où se produit une reconstruction de l'être du sujet, et pas seulement de son savoir. On ne peut plus faire aujourd'hui comme si le sens seul suffisait. Ainsi, avec l'interprétation tempérée, on a reconnu que devait se mettre en place une double réparation, du tissu signifiant et de l'être incorrectement signifié. La satisfaction sans le savoir est aussi stérile qu'un savoir sans satisfaction. 1.3.9. La résistance à la réparation. Hélas, on a dû se résoudre à constater que nombre de patients ne se laissaient pas réparer aussi facilement que prévu. Et il se pourrait bien que ce soit l'idée même de réparation qui soit à remettre en cause. 1.4. L'autre réponse de l'autre objet. 1.4.1. La réaction thérapeutique négative. Il n'y aurait pas que le refus de guérir, peut-être aussi le désir de nier le désir de l'analyste, de refuser un plaisir à l'objet transférentiel, Pontalis, de consentir à une perte, laquelle, peut-être aussi d'éviter de perdre un certain système défensif, par exemple par une redistribution du négatif investi dans certains types de clivages, ainsi du mauvais enfant ou au contraire, du mauvais parent. 1.4.2. L'assignation projective. C'est l'obligation pour un sujet assigné de prendre réellement une identité donnée et projetée inconsciemment par un sujet assignant. L'incarnation réelle d'identité par le destinataire protège par procuration le sujet assignant de l'identification de sa jouissance. Dans tel couple avec une femme masculine, l'homme déjà féminin se passivise encore davantage sous cette emprise. Mais comme elle a choisi précisément son conjoint parce qu'elle a pressenti qu'il était lui-même en difficulté avec sa propre identification masculine, elle ne risque rien. Tous les deux, la femme masculine et l'homme féminin, se protègent mutuellement par des assignations projectives réciproques. Chacun endosse le désir insupporté et exporté de l'autre. Si tu es ceci, je ne suis pas cela. Une mère, si tu n'es pas un existant, c'est que je ne t'ai pas mis au monde. Et l'enfant qui a vouloir vivre osait prendre la place de sa sœur morte ne s'octroie plus le droit d'exister. En fait, l'assignant n'a pas une autonomie défensive propre, en vertu de quoi il ne peut se passer de l'objet assigné pour parvenir à sa propre homéostasie, Robion 2009. C'est pourquoi une assignation projective s'accompagne d'une obligation d'exclusivité, celle de n'aimer que l'objet assignant. L'interdit non dit de changement d'objet est le moyen pour l'assignant de ne pas perdre son système défensif. L'assignant a un besoin défensif vital de l'assigné, qui n'a donc pas le droit d'aimer un autre objet que l'objet assignant. La pluralisation des objets d'investissement lui est par conséquent interdite. Par exemple, prise au piège dans les filets de l'objet primaire maternel, une fille ne pourra pas entrer dans le DIP, elle ne se sentira pas le droit de changer d'objet. 1.4.3. Obligation et désir d'objectivité. Ainsi, un objet du désir d'être investi devient le seul objet possible de satisfaction. C'est lui, c'est elle et pas un ou une autre. Il faut que le désirant devienne à son tour l'objet unique de cet objet unique. Un sujet qui investit un objet
réclame donc en contrepartie l'exclusivité de son amour. Autrement dit, le désir d'exclusivité est la conséquence inévitable de l'élection de l'objet. Cependant, la particularité de l'Oedipe est de mettre fin à l'imaginaire de l'enfant, lié à la relation duelle, comme dit Lacan. S'installe alors une contradiction inconsciente entre interdit tertiaire, social, et interdit primaire. Tu n'as pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre que moi, du côté de la mère. Tu n'as pas le droit de n'aimer que ta mère, du côté du père. À l'Oedipe, l'enfant se sent coupable de désirer sa mère et coupable de ne plus la désirer. 1.4.4 Assignation projective et incestualité. En fait, ce que Racamier a décrit sous le terme d'incestualité est selon Girobion, une situation particulière d'assignation. L'incestualité installe une équivalence réelle de transgression, mais où la sexualité est au service d'autre chose. Probablement pas de la pulsion de mort, comme le soutiennent certains Albert Loup. Racamier concevait l'incestualité comme le moyen de conserver une indifférenciation des êtres, chez l'enfant, de façon à renforcer l'emprise de la mère sur celui-ci. Pour conserver son phallus imaginaire, au travers de cet enfant phallus qui ne devait pas se détacher d'elle, on renchérit les lacaniens. Or, la sexualisation incestuelle peut très bien servir à empêcher chez l'enfant d'autres formes de différenciation psychogénétique que celle des peaux. Celle des désirs, celle des sexes, celle de génération, etc. L'incestualité est un cas particulier d'assignation, venu chez la mère du refoulement d'un désir de non-engendrement, et chez l'enfant du refoulement d'un désir d'existence. Mais d'autres situations sont possibles. Et le moyen utilisé par l'objet assignant peut aussi bien être sexuel que ne pas l'être. L'incestualité vue par Racamier décrit une assignation singulière où le moyen est sexuel et la fin existentielle, la non-différenciation des corps. Il s'agit de séduire sexuellement l'enfant pour maintenir une unité narcissique. 1.4.5 Assignation et instrumentalisation. En réalité, le sujet a toujours le sentiment indicible de n'être rien pour celle ou celui qui réclame de lui, tout comme d'être pour lui, lui le tout. Si je ne suis pas tout pour toi, tu ne seras plus rien pour moi. Schème courant dans le théâtre de Racine. 1.4.6 Transgression d'assignation. Selon Robion, on rencontre de plus en plus dans la pratique de tels conflits psychiques d'assignation. Il est loin le temps où tout conflit psychique pouvait se lire en termes de contradiction oedipienne désir-loi, où on ne pensait avoir à soigner que des sujets névrosés. Or, ces conflits d'assignation génèrent en fait de terribles réactions thérapeutiques négatives. Lorsqu'un sujet vous montre qu'il va de plus en plus mal, de séance en séance, il cherche en réalité à conserver un lien avec le parent assignant. Ainsi, tel patient reprend inconsciemment à son compte tous les comportements paternels qui avaient profondément déplu à sa mère. Il lui avait été réellement enjoint par celle-ci de rester égal à son père dans sa nullité, ses échecs et ses incompétences. Le patient a le désir de guérir, mais il n'en a pas le droit. Il se sent en faute d'aller mieux. Telle patiente se plaint un jour de ressentir de puissantes angoisses, quand tout commence enfin à lui réussir. Elle ressent en fait la culpabilité d'aller mieux. Une transgression d'assignation projective s'exprime souvent à travers un sentiment diffus de démérite et d'illégitimité. 1.4.7 L'identification de la négation de l'objet. Dire non au nom de la mère, écrit Pontalis. Propos qui s'inscrit dans le courant actuel post-winnicotien, faisant suite à ceux de Green, Donnet, Kahn, et où s'affirme la nécessité d'une réparation réelle comme la fin d'une abstinence stricte, radicale, lacanienne. Telle patiente attend surtout de la part de l'analyste l'aveu glacial d'une négation. Mais non, je ne suis pas irritée. En fait, c'est sa mère qui l'est. Une abstinence stricte renouvelle inconsciemment un certain sadisme parental. On peut vérifier le bien fondé de l'affirmation de Pontalis, relative à la reconnaissance du dommage créé par l'objet négateur de sa propre négation. C'est toi qui es méchant de penser que je suis méchant eux. On peut faire malheureusement l'expérience inverse avec d'autres patients. La confirmation du dommage subi réactive en fait rapidement de puissantes angoisses paranoïdes,
si le sujet qui parle de ce dommage continue en fait à en parler pour ne pas y croire. Ce n'est pas possible. Il ou elle ne peut pas me vouloir du mal à ce point-là. En fait, le sujet se trouve dans l'impossibilité d'identifier si l'objet parental a été bon ou mauvais avec lui. Lui veut-il du bien ou du mal? La Kantchevouille? Un autre effet terrible est aussi le réveil de pulsions meurtrières, tout aussi ingérable que l'angoisse paranoïde. Tout comme l'envie de recourir à une solution médicamenteuse, l'envie d'arrêter les soins, mais avec une décision impossible à prendre. L'installation d'une incapacité physique, le sujet tombe malade ou professionnel, le sujet perd son emploi, dans ce dernier cas, par incapacité de payer, la cure s'interrompt de fait, mais ce ne sera pas le fait du sujet. Le sujet assigné est toujours englué dans des angoisses paranoïdes. C'est même à la présence de ce type d'angoisse qu'on le reconnaît. Avec ce type de patient, il convient donc de se taire plutôt que de confirmer une négation de l'objet, dans l'espoir de soulager ou de réparer. 1.4.8. La cure, lieu de transgression de l'assignation. Ainsi, l'analyste représente pour de tels sujets celui ou celle qui veut les sortir d'une assignation. Leur désir de guérir est vécu comme une faute. Ils ont le sentiment de faire quelque chose de mal à seulement vouloir guérir. Le dispositif de l'analyse se présente comme un piège qui pourra devenir encore plus redoutable, si quelque part ce dispositif se veut réparateur. 1.4.9. Fixation à l'objet réel ou fixation à un objet type. Un patient en thérapie de soutien découvre la répétition de sa peur de rompre, sa culpabilité d'abandonner l'objet dans les relations amoureuses. L'exemple typique d'une approche psychanalytique structuraliste consiste à dévoiler une structure de mentalisation héritée du passé pour en permettre ensuite une déconstruction. Les dernières manifestations de cette approche se voient dans les théories de Beck, Matt Blanco, Lombardi supposant un logiciel de mentalisation. Ces doctrines qui ont une allure franchement psychanalytique ne sont en réalité plus psychanalytiques. Dès l'instant où la fixation du sujet s'entend comme une fixation de structure et non pas comme une fixation à un objet réel historique, on renonce au principe économique, qui fait l'essence du champ psychanalytique. Ce principe suppose un principe d'inachèvement, un principe historisant. Structuraliste, la théorie freudienne l'est cependant incontestablement. On dirait mieux qu'elle équilibre les deux composantes historiques et structurales de la psychogenèse. 1.4.10. La névrose de transfert. Paradoxalement, c'est à comprendre le transfert comme un déplacement d'investissement que l'on se situe dans une approche structuraliste de la névrose de transfert. À considérer l'investissement comme une énergie libre, libre de se poser ici ou là, cette logique structuraliste nous fait oublier que la fixation est fondamentalement fixation à un objet. De fait, la névrose de transfert est un faire comme si dans lequel l'objet du désir reste indissociable de la structure du désir et de l'histoire de la structure. Le refoulement fixe tout ensemble et la structure est l'objet du désir. Il installe en conséquence une fixation à l'objet réel, celui-ci fût-il disparu. Au contraire d'une approche structuraliste, dans une acception historicisante, en vérité économique, de la fixation, un sujet n'entendra aucunement se laisser réparer par un autre objet que son objet d'élection. C'est pourquoi ce que croit possible tout projet analytique a visée réparatrice. Comme si le sujet allait se laisser réparer par l'analyste, consentir à recevoir la satisfaction d'un autre objet que l'objet élu. Ainsi, toutes les cures à visée réparatrice, à supposer un transfert qui soit un déplacement d'investissement, reposent dans leur fond sur une approche structuraliste erronée selon Girobion. 1.4.1. Le retrait d'investissement, ou la DE accent aigu sélection. Le retrait ou DE accent aigu sélection met le sujet en état de recevoir l'autre réponse, tant attendue de l'objet, celle après laquelle il court depuis son enfance, mais désormais d'un autre objet, le psychanalyste. 1.4.1.2. Le droit de retrait. Du retrait hors du lien primordial, les sujets non assignés ont perdu seulement le pouvoir. Et les sujets assignés, hélas, le droit. L'analyste risque de redoubler la culpabilité primaire du sujet.
Il n'y a pas d'autre issue dans ces situations de transfert d'assignation qu'interprétative, surtout pas réparatrice. Certains patients vont se donner eux-mêmes à eux-mêmes cette autre réponse parentale. D'autres ne pourront accepter d'être réparés tant que l'objet parental n'aura pas réparé son injustice, tant que justice ne sera pas faite. Mais les réparations de l'objet qu'on imagine avoir soi-même endommagé immobilisent également au point d'interdire au sujet tout retrait, toute accent aigu sélection. Il y a aussi dans l'imaginaire de certains sujets des retraits qui tuent, voire des retraits qui ont déjà tué l'objet, comme chez le sujet mélancolique. Alors, il ne reste plus à ce sujet qu'à se tuer lui-même pour tuer ce mort qui l'empêche de vivre. Girobion dit avoir longtemps partagé et défendu les thèses winnicottiennes et post-winnicottiennes. Avant d'avoir abandonné définitivement toute idée d'une satisfaction-réparation du sujet dans la cure, par exemple par l'entremise d'une autre réponse qu'est l'interprétation tempérée. Donnait. L'analyste en viendrait à réparer sa propre enfance en croyant réparer celle de l'autre. Cette tradition réparatrice a été suivie par Ferenczi, Winnicott, Pontalis, Donnay, Green, Widerman, etc. En réalité, il faut attendre que le sujet fasse une demande claire et non plus paradoxale de satisfaction. Selon Robion, ce moment coïncide avec une accent aigu sélection de l'objet primairement investi. La réparation, c'est au patient d'en décider, où, quand, comme et avec qui. De fait, en présence d'un sujet assigné, la réparation, ou simplement la satisfaction, dans le champ de la cure devient aussi délicate à manier qu'une grenade dégoupillée. La pratique réparatrice produit des dégâts. La structure du désir ne doit pas être considérée indépendamment de son objet historique. Ne traiter que la structure sans son histoire, ce n'est déjà plus de la psychanalyse, Beck, Blanco et même Lacan. La difficulté a toujours été de maintenir ensemble ces deux pôles, structure et histoire. E.J. Ce qui ne vaut pas que de la psychanalyse, hélas, la psychanalyse n'a cessé d'osciller entre des théories qui mettent en avant la relation d'objet structural ou le conflit métapsychologique historique. Fixation de et fixation A sont pourtant deux notions indissociables. 1.5. Résilience. On est passé jusqu'ici par la série de notions. Interchangeabilité mathématique, élection ou attachement, réparation psychique, fixation. Il y a lieu de confronter le concept de fixation à celui de résilience. Ce dernier concept traverse la pensée anglo-saxonne depuis de plusieurs dizaines d'années, Boris Cyrulnik, Philippe Duval 2006. Les facteurs qui président à l'acquisition de la résilience sont L'attachement sécure, Bowlby, la capacité autoréflexive de Fonagy, ou capacité de donner sens à l'expérience, Antoine Guednet 2006. La rencontre. Il faut l'aide d'un tuteur de résilience, Cyrulnik. L'emprunt à Bion est manifeste. Un tuteur de résilience met en fait exactement en action la fonction dite alpha, par Bion. Il s'agit d'un accueil et d'une mise en mots fait d'abord par un autre. 1.5.1. Le traumatogène et le trauma. Désignerait respectivement l'événement, traumatogène, et les effets psychiques de celui-ci. 1.5.2. La représentation, maîtrise ou accroissement de la souffrance. À pleine conscience, souffrance maximale, désorganisation maximale. Ce principe est au fondement même du refoulement freudien. Mais aussi en contradiction directe avec une autre affirmation de Freud selon laquelle la représentation aiderait à maîtriser la souffrance, en l'occurrence celle liée à l'absence de l'objet maternel. De fait, la représentation, l'hallucination notamment, est bien une maîtrise de la souffrance liée à l'absence, Sarah et César Botla 2001. Effectivement, la représentation de l'objet est représentation de sa présence, de son être là et non de son absence. La sidération liée à l'absence, le vide représentatif qu'elle représente attesterait au contraire de la pleine réussite de la défense. C'est le vide de l'objet et lui seul qui reste en lui-même la cause de la souffrance. Ce qui aide à maîtriser la souffrance de l'absence, c'est une représentation de la présence continuée, de l'objet absent, pas de son absence. On est donc parfaitement en droit d'affirmer à la fois que la représentation accroît et maîtrise la souffrance de l'absence. De fait,
Il y a bien des émotions trop fortes dont le sujet a la sagesse innée d'écarter la venue, en mettant en panne son processus de mentalisation. Il y a bien des émotions fortes qui ne peuvent se métaboliser que par la représentation et la parole. 1.5.3 Le trop mal et le trauma. Assurément, Freud n'a pas été sans voir le problème théorique que lui posait cette répétition du douloureux, si caractéristique du trauma. Phénomène qui invalidait purement et simplement le principe de plaisir-déplaisir. Et on connaît sa réponse. La compulsion de répétition, elle-même appuyée sur l'instinct de mort. Explication spéculative et métaphysique qui n'arrive plus du tout à convaincre aujourd'hui, mis à part les gardiens du temple freudien. Mais une autre explication psychanalytique de ce retour étonnant du trop mal, que Girobion avoue avoir longtemps partagé, a consisté à penser qu'il était une tentative pour le sujet d'élaborer ce qui ne l'avait pas été. Un exemple en serait la reproduction de la maltraitance. Mais comment expliquer qu'un trop mal se mue en trauma ? Ce qui a fait si mal revient sans cesse en vertu d'un conditionnement neuronal. En fait, à partir du moment où l'on réancre le fait psychique dans le cerveau et non plus dans un appareil psychique, l'événement insupportable produit une surimpression neuronale, le report de mentalisation produit un renforcement de cette surimpression. Alors, un conditionnement réflexe se met en place. C'est d'une pure automatisation neuronale qu'il s'agit. L'idée n'est pas nouvelle, c'est même celle de Freud, exprimée dans Neurotica. Bien meilleure que son idée ultérieure de l'intervention d'un instinct de mort. Mais si automatisation du circuit émotionnel il y a, c'est plus fort que moi, je ne peux m'empêcher de, il faudra une déshabituation. Dans le contexte des premières cellules d'aide psychologique, on a compris que la parole immédiate permet d'éviter l'encryptage, Boris Cyrulnik, 2012. Mais une parole au mauvais moment accroît la souffrance, une parole au bon moment aide à la maîtriser. Il faut donc laisser au sujet, et à lui seul, le soin de décider, la mesure d'un temps de latence. Comme on sait, on a inconsciemment fait taire les déportés des camps de concentration à leur retour. Ils ont pour la plupart continué à se taire, dans une attitude de protection contre le suicide, s'empreint Primo Levi. Il n'est pas facile de savoir si un sujet qui communique sa souffrance à un autre ressasse ou élabore. 1.5.4 Le tri des compétences. Donc, à droite les valides et les utiles, à gauche les malades, les faibles et les inutiles. Il y a un tri de l'humain, au cœur du concept de résilience, opéré en termes de compétences, en l'occurrence de compétences au dépassement du trauma. Sinistre tri, de la part d'un ancien trié Boris Cyrulnik. 1.5.5 Capacité ou processus. En réalité, ces notions sulfureuses de compétences rappellent la défunte psychologie des facultés. Cette notion notamment d'une sécurité interne acquise grâce à un attachement sécure, ne convainc pas Girobion. 1.5.6 Le triomphalisme du triomphe sur le traumatisme. La notion freudienne d'élaboration, dépassement réussi du trauma, nous revient en franchissant l'océan Atlantique sous une autre appellation, celle de valorisation de la réussite. À faire de la résilience au final un critère de tri humain, la dénaturation du concept d'élaboration est totale et profonde. Cet insensé triomphalisme de la victoire sur le traumatisme reflète une idéologie utilitariste et néo-darwinienne spencerienne, où nous baignons aujourd'hui, et qui a porté au pinacle la performance et la réussite individuelle. Les dépisteurs de résilience mettent en avant dans la prédiction des enfants, la valeur de celui qui s'en sort. Déjà, Spencer et Galton pensaient qu'il faut laisser se développer sans limite la concurrence individuelle, les rapports de force, car le meilleur en sortira, cela ressemble aussi à Leibniz. Spencer prend parfaitement conscience que cette logique aboutira à un individualisme impitoyable. Alors, le meilleur pour soi ne peut se maintenir que s'il devient meilleur pour l'autre. La nécessite du bien pour l'autre de l'autre s'obtient de la sorte déductivement d'un calcul utilitariste d'intérêt. Mais l'idée d'un meilleur pour tous entre en totale contradiction avec la rareté des ressources de l'environnement. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc une minorité doit être sacrifiée pour qu'une majorité profite du meilleur. En fait,
L'utilitariste ne pense pas nécessaire une universalisation de la norme morale, à la façon d'un Kant. Il pense seulement un meilleur pour le plus grand nombre. Paradoxalement, un Bernard Gols 2006 vole au secours de ce concept de résilience tout en produisant une critique qui le réduit au néant. Avec la résilience, on s'en sortira tous, du moins des effets supposés traumatogènes de la psychanalyse. Opinion par exemple encore de Marie Hanot, 2006. Donc, le concept de résilience n'ajoute strictement rien à celui déjà existant d'élaboration. 1.6. La conservation du passé. Comment ce qui ne se dépasse pas se conserve-t-il dans le temps? 1.6.1. La conservation de l'émotion. La psychothérapeute Isabelle Filiosa, Ce qui se passe en nous, écrit « N'ayez plus peur de vos émotions, osez l'émotion ». C'est ce que l'on pourrait appeler le credo cathartique. Une fois réifiée, pourquoi l'émotion ne se survivrait-elle pas à l'événement qui l'a créée? Le croit, un certain nombre de conceptions réalistes de la transmission psychique transgénérationnelle, dans un cadre de pensée magique et animiste. De même, Bion quand il conçoit son identification projective comme une expulsion quasi-physique, selon une métaphore hydrologique. Les neurophysiologistes taxent l'émotion de qualia, et il suffit de la penser comme une connexion neuronale qui se fixe et se conserve, par conditionnement, comme un circuit qui se réallume automatiquement en fonction d'une stimulation externe ou interne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.